Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour modérer cette session. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de la journée, donc j'imagine que le niveau d'énergie est un peu plus bas, mais on va essayer de piquer un petit peu votre intérêt. Et effectivement, on va parler d'un sujet qui fait à peu près consensus, c'est que les enjeux socio-économiques, climatiques, etc., nécessitent aujourd'hui de réinventer des modèles, nécessitent de créer des alliances entre des acteurs qui ne se ressemblent pas forcément, qui n'ont pas toujours le même intérêt et qui pourtant doivent apprendre à travailler ensemble. Donc c'est un peu compliqué, on est tous d'accord qu'il faut le faire, mais la question c'est comment on le fait. Il y a quelques années, l'idée n'effleurait même pas les esprits. Aujourd'hui, je pense qu'il est à peu près acquis par tout le monde, pouvoir public, secteur économique dit classique, innovation et économie sociale, secteur non-for-profit, qu'il faut aujourd'hui mutualiser les compétences, mutualiser les atouts des uns et des autres et inventer des modèles et des gouvernances nouvelles pour être capable de faire face aux enjeux à l'échelle et le plus rapidement possible. Donc ce panel a pour objectif d'essayer de partager un certain nombre d'exemples très concrets. On sort de notre petit briefing et on s'est dit qu'il n'y aurait pas de bullshit. Donc on ne va pas vous raconter des histoires merveilleuses les unes après les autres. On va vous raconter des histoires, mais on va aussi essayer de mettre en lumière un certain nombre de défis en fait, auxquels on fait face aujourd'hui lorsqu'on veut innover et inventer ce type d'alliance. Ce n'est pas toujours évident et vous allez voir qu'il y a de belles histoires, mais que ça prend de l'engagement, du courage parfois, et parfois aussi de gérer un certain nombre de paradoxes à une échelle individuelle ou à l'échelle d'une organisation. J'ai la chance pour ce faire d'avoir un panel très, très étoffé, donc je vais les appeler dans l'ordre d'apparition. On va commencer avec Jane Mugai qui nous rejoint du Kenya, je vous propose de l'applaudir, et qui est la fondatrice du Toolkit Institute. Jane, can you join us on stage? La deuxième personne, on va se diriger vers l'Inde et je vais demander à Ravi. Ravi, can you join us? Ravi travaille pour Social Alpha et le Tata Trust en Inde et va vous raconter un certain nombre de choses très intéressantes. Je vais demander à Delphine Lalu de nous rejoindre du Global Compact France. Je vais demander à Jérôme Sadier de ESS France de nous rejoindre également. Et puis à Stéphanie Goujon, la directrice générale de French Impact, Antoine Cyr de BNP, directeur de l'engagement et membre du comité exécutif de BNP. Et puis enfin, on a la chance d'avoir un ministre qui est le ministre du plus gros ministère en Serbie et qui va venir nous écouter et nous restituer un petit peu ce que ces conversations auront pu lui inspirer. Voilà, merci encore une fois. On va essayer d'être relativement interactif et de vous laisser, je l'espère, un peu de temps pour poser un certain nombre de questions. Donc je vous le disais, la règle du jeu qu'on s'est fixée, c'est de se dire les choses, de parler vrai. Donc on va parler, encore une fois, d'expériences vécues dans différents contextes, mais aussi des défis auxquels les différentes organisations font face lorsqu'elles veulent créer ces nouvelles alliances et ces nouvelles coalitions. We're going to start with you, Jane. You have an amazing story, an amazing life, actually. You have been doing a lot of things since a lot of time. Could you just introduce yourself very briefly and tell us, why you basically decided to move on from the UN, career that you had, and that was probably very promising, to start a social enterprise that is basically aiming at empowering young people in Kenya and to give them access to the job market. Thank you so much. Thank you so much, Arnaud. Thank you so much, High Commissioner, for inviting us. We are very delighted to be at this forum. My name is Jane Muigai. I was born and raised in the hills of central Kenya, where a lot of coffee grows. And I grew up in the village, but went to the city of Nairobi to study law at the University of Nairobi. I was then very fortunate to get a scholarship, and I did my master's in law at Harvard Law School. From there, I proceeded to work with the UN Refugee Agency for 15 years, moving from refugee camp, different countries, former Yugoslavia, Sudan, Ghana, everywhere. But one of the things that propels me in everything I've done in my life is what creates so much inequality. Why do we see so many people suffering in conflict, without education, in poverty? What is it that we can do? And thinking about it and looking at most of the refugees that I'd seen and IDPs in Iraq, in Sudan, in Somalia,
I felt that in the UN or sometimes in government, we sometimes maybe move a bit too slowly or we have bureaucratic processes. And in 2014, I thought I'll take a break and start something, because when I went, the last mission I did was in Juba in South Sudan. And after I had been there, I saw a lot of men go back to war. The country had not even had peace for 3 years. But the reason that country went back to war, there were no jobs that any of the South Sudanese could do. So I thought if refugees and IDPs don't have skills, their countries cannot be safe. So I decided to start Toolkit iSkills. Toolkit iSkills, or Toolkit Institute, is a Kenyan social enterprise. What do? We attract vulnerable, uneducated, poor youth to technical skills. We train them with government institutions. We certify them with the national certification body, and we take them to companies to work. We focus on 3 sectors because that's where the jobs are. We focus on the construction sector, oil and gas, and the extractives, and the blue economy. We started in 2014. We are 5 years old. We have trained 2,000. We have over 40 partners, industries, government, UN, and NGOs. But most importantly, I think the most success of it is to see young women and men, some illiterate, that now have a skill that's internationally recognized, and they can work with an international company in Kenya. They don't have to try and get into irregular migration to Europe. They don't have to await radicalization. They have a meaning and a purpose in their life. I think that gives us great joy. Congratulations. Maybe just one quick question. You said that you work with a lot of stakeholders, basically, yes, public ones, companies. What are the challenges that you face when you go to them to convince them to work with illiterate people? So how does that work? The main challenges we first faced is that our education system is very formal, and all the children, Kenyan children, like me or Julius or Peter, who is here, who are able to go through the formal system, the pathways are open. But about 40, sometimes even over 30%, are not able to transition to secondary school. But there is no formal system for them. They get into the informal sector, their skills are not recognized. So initially, when we started talking to government, let's train these youth because they are at the bottom of the pyramid, they are unemployed, they have no skills, they have no recognized education. They thought they cannot get into the technical institutions. But with time, we've been able to overcome that. Government has been very supportive, and we work with a good regulator. The companies, the challenges we had when we tried to take the youth to the companies, they felt that the youth would be indisciplined. Some companies told us they can't take the girls. The girls has been a big challenge. Some companies said, no, they don't want women. They'll get pregnant. The girls, the men will be attracted to the girls, you know. Women, we are blamed for all sorts of problems. So I didn't want to tell the men to close their eyes, but we basically had to negotiate with the companies and to come up with structures for protecting the girls in the workplace. We also discovered some companies we cannot work with because they don't share our values. They don't have the minimum safety regulations. So they find it very shocking that a social enterprise that is looking for business says we won't work with you because you don't meet the minimum safety. So those are some of the challenges. But we overcame some of these challenges. I want to talk about finance because today there has been a lot of talk in this forum about finance. And I'm not a finance expert, but I would like to pose a question to all the finance experts here. The youth we have trained, and now we are scaling up because we're using technology. We've got new partnerships. We'll be training over 10,000 per year. So we'll have different numbers. But the youth we train, some of them we support them to start their own business. When they start their own business, the banks want to give them a loan at a very high interest. So we refuse and discourage because it will impoverish the youth. The impact investors only want impact with very well-established businesses. So those youth cannot benefit from impact investors. The government has programs with the World Bank, but they tell them, form a group so that you can get access to finance. But they want to run a business with their initiative, so they may not be able to be in a group. So the question is, for all those in this forum, what do we do to encourage a young, brilliant Kenyan or African youth who wants to run a business? How do they access affordable capital? Please.
No, thank you. I'm sure that there are plenty of people who will be able to get back to you after the session for that, and maybe some of our panelists will also have some answers. But we'll get back to you in a few minutes. Ravi, thanks for being with us. It's been quite a long journey for you as well to be with us. When preparing this session, you were explaining how the work that you do is basically kind of a laboratory to test out new solutions, bringing together several stakeholders, and you have hundreds of basically pilot projects. Can you tell us more about your own trajectory and what you do with Social Alpha? Yeah. Thank you, Arnaud. Thanks, Mr. High Commissioner, for inviting us. And good evening, all present here, and my co-panelists. I represent one of the most oldest philanthropic organization in the country of India called Tata Trusts. And Social Alpha is the baby formed out of the Tata Trusts to support innovation and social entrepreneurship. Firstly, about Tata Trusts, we are on the 126th year of formation and has been in the nation building and community engagement exercise for a very long period, and have developed, tested, validated solutions that are sustainable and that can be scaled. In the last few years, the Trust has made a paradigm shift in its approach from merely being a grantor of giving grant capital to collaboration, to forming collectives to make sure that the like-minded organizations come together with the single-minded purpose of different thematic areas. So we have formed collectives for rural economic growth, sustainable livelihood, education, healthcare, and so on. So these collectives bring together representatives from the funders, from the implementers, from the government, and the technology providers, and so on. So they all work together in arriving at the solutions, testing and validating the solutions. Now, moving on from Tata Trust to Social Alpha, which was formed about 3 years ago, with a very interesting extension of the philanthropy into innovation. Innovation actually is sandwiched between the 3 pillars of research and implementation. We found that majority of the resources go towards research and somewhere get cut off in extending to the innovation. Innovation historically has been a house of the big companies or the big boys, but the small time or entry-level people who come with innovations have not found the right platform to further. It is with this intention that Social Alpha was created to support micro-entrepreneurship from the grassroots, where the innovations, science and technology innovations. So one of the big issues we faced or we found was commercialization of the innovations, and majority of them failed mainly because they lacked the platform. They lacked the direction, and more importantly, as it has been said from the morning, they lacked the right amount of patient capital that is supporting them. So at Social Alpha so far, we have evaluated more than 500 such innovations, and we have supported 50 of them in 3 years by way of a full-fledged incubation across different thematic areas of innovations related to health technology, medical technology, education, technology to support people with disabilities, and so on. The way it works is that we have collaborations with academic institutions that come with the filtration of the problem statements, and the filtered problem statements are then released in the form of grand challenges into the ecosystem, where we invite solutions, science and technology-based solutions for those innovations, and then we incubate and support them. And we have a network of more than 2,500 nonprofits through which we implement and validate those solutions going forward. So our main aim is to further this innovation journey to ensure that the grassroots-based innovations get blossomed into successful social entrepreneurship. Can you just give us a few examples, a couple of examples of those innovations out of the 50 that you have been supporting? So we have an innovation
in the health technology space, where the world's first MRI machine, which can be mounted on a mobile vehicle, has been innovated. And this can do MRI in 1/10 of the cost of the normal. So the moment you say MRI, it is beyond the realms of the unfortunate people or underprivileged people. So this disrupts the approach that MRI is accessible and is coming close to the community. And how does that work in terms of scale-up strategy? Then you go to major, let's say, regular for-profit players to work with them? And is it the case to bring them to the next level, or is it different? So currently, the technology is being validated with the healthcare institutions where we have tie-ups, and the licensing is in progress now. So our plan is to make sure that we mainstream this with first the public health system to ensure that the cost of MRI access is reduced. And the second, obviously, because of the accessibility and affordability factor, the private will adapt it. Great. I will probably have a question for you on the IP in this case, you know, who basically owns the IP eventually in this type of projects. But I will get back to you in a minute. Delphine, à nous. Alors, tu as plein de casquettes. Aujourd'hui, on parle de celle de Global Compact France. Tu expliquais tout à l'heure que le chapter local du Global Compact est un des plus larges et qu'en plus, il est constitué de nombre de PME, ce qui est assez inhabituel peut-être dans le landscape plus large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là et comment justement le Global Compact s'empare de ces sujets, des alliances avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnels du Global Compact? Alors, le Global Compact, je pense que tout le monde sait que le Global Compact est une initiative qui a été prise par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, à l'époque, qui consistait à encourager, à mobiliser les entreprises, des organismes sans but non lucratif au niveau international pour, dans un cadre volontaire, universel et simple, encourager les entreprises à identifier leurs bonnes pratiques, à les consolider et surtout à en rendre compte chaque année. Le Global Compact, c'est un truc très simple. Je suis une entreprise, j'ai envie de contribuer aux objectifs du développement durable. Il y a 10 principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Je cherche à comprendre comment, dans mon entreprise, je réponds à ces grands principes. J'en rends compte chaque année et d'année en année, je montre comment je progresse pour faire évoluer mes pratiques. Le Global Compact, c'est rien d'autre que cela, un mouvement aujourd'hui de 10 000 entreprises dans le monde, 3 500 OSBL, qui rendent compte, échangent, améliorent leurs pratiques par le simple fait de communiquer. Alors de communiquer et de soumettre leur communication sur le progrès au regard de parties prenantes externes. Le Global Compact France est effectivement le premier réseau local dans le monde. Il y a 77, je crois, réseaux locaux Global Compact dans le monde. Alors, un réseau local, dans le langage onusien, c'est un réseau national. Donc, le Global Compact France est le premier réseau d'entreprises dans le monde. Ça, c'est important. Je pense que la France peut s'enorgueillir d'être le premier réseau d'entreprises engagées si on se compare avec les autres réseaux locaux dans le monde. Nous devons ce temps d'avance au président de la République Jacques Chirac, qui, à l'époque, a été quasiment le premier à lever la main et à accompagner cette initiative onusienne. Je le dis, ce n'est pas neutre, nous sommes dans le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac est aussi celui qui a proposé un 10e principe, le fameux 10e principe sur la lutte contre la corruption. Sans doute un des principes les plus difficiles et les plus importants à mettre en œuvre, précisément pour le sujet qui nous concerne. Alors, la deuxième grande caractéristique du réseau français, tu l'as dit, 50%, donc sur les 1000 entreprises, un peu plus de 1000 entreprises qui constituent le réseau Global Compact France, plus de 50% sont des PME. Par rapport au sujet que nous traitons aujourd'hui, j'avoue que pour le Global Compact, nous ne faisons aucune différence entre les types et les statuts d'entreprise. À vrai dire, pour nous, ce n'est pas tellement le sujet. Ça ne veut pas dire que tous les statuts
relève de la même chose. Nous ne faisons pas de différence parce que nous tenons compte et nous travaillons avec l'ensemble des formes juridiques, politiques qui peuvent qualifier, caractériser le terme entreprise. On parle de changement d'échelle bien souvent dans cet univers. On se dit 1000 entreprises, c'est formidable, c'est le plus gros chapter, et en même temps 1000 entreprises par rapport aux centaines de milliers d'entreprises qu'il y a en France, on peut dire qu'on est loin du compte. C'est quoi la stratégie finalement d'embarquement de toutes ces organisations qui ne font pas aujourd'hui formellement partie du Global Compact, mais qui peuvent s'inspirer des bonnes pratiques qui sont disséminées? Alors, je ne peux pas répondre à cette question autrement qu'en m'exprimant en tant que Française. La France bénéficie d'une situation extraordinaire. C'est un pays qui a une économie, une protection sociale extrêmement sophistiquée, qui a pour caractéristique d'avoir été complètement construit par la loi et dans des logiques d'ailleurs de coopération publique-privée très anciennes en vérité. Donc, d'où l'extrême sophistication, je ne vais pas dire complexité, de nos écosystèmes français qui sont à la fois nationaux et territoriaux. Donc on a une richesse d'acteurs économiques, une richesse d'organisations, aussi bien au plan local qu'au plan national. Et donc, quand on parle de coopération entre les acteurs économiques, qu'ils soient de l'économie traditionnelle ou de l'économie sociale et solidaire, il me semble que nous bénéficions à la fois d'un fort atout, c'est qu'il y a des lieux, il existe des espaces qui favorisent ou qui pourraient favoriser un peu mieux ces coopérations, et des espaces très anciens, qui relèvent presque d'infrastructures socio-économiques. Je pense évidemment à des espaces nationaux, dans le cadre des branches professionnelles, des fédérations professionnelles. Il y a des coopérations qui pourraient s'organiser de manière très structurée entre les acteurs de l'ESS et les acteurs de l'économie classique, d'autant que l'ESS a maintenant une organisation employeur qui représente les employeurs de l'ESS. Donc, dans les branches professionnelles et dans toutes les fédérations professionnelles, on pourrait favoriser ces coopérations. Et puis sur les territoires, il y a des clubs d'entreprise partout en France qui existent depuis des dizaines d'années. Je vais citer Alliance, dans le nord de la France, qui a d'ailleurs existé avant Global Compact France, qui est un club d'entreprise incroyable, qui est engagé sur les sujets de RSE et de développement durable depuis plus de 20 ans maintenant, et qui commence à s'ouvrir à l'ensemble, enfin qui commence. Je connais quelques entreprises de l'ESS qui sont fondateurs de ce club d'entreprise. Donc les coopérations existent. Ce qui est important, c'est qu'il y a de nouveaux objets, espaces de coopération qui ont été créés par la loi récemment, en 2014, les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont peut-être plus centrés sur des objectifs opérationnels et qui pourraient devenir, s'ils étaient développés, des espaces de coopération très, très concrets entre le secteur capitalistique, si je puis dire, et le secteur de l'éco-social et solidaire. Merci beaucoup. On y reviendra parce qu'effectivement, il y a sans doute plein d'enseignements. Et ce qui m'intéresserait de connaître, c'est quelle est la motivation aujourd'hui des entreprises. Et ça, je pense que c'est une question qui est valable aussi peut-être pour Antoine tout à l'heure, sur qu'est-ce qui fait que les entreprises aujourd'hui y vont de plus en plus. Il y a sans doute un certain nombre de leviers, mais ça serait intéressant de revenir avec ça et de comprendre aussi, parmi ces PME notamment, comment elles s'ancrent sur leur territoire et comment elles font ces alliances un peu, peut-être même presque plus naturellement parfois que les grands groupes internationaux. On y revient. Mais tu peux, si tu veux. Je réponds maintenant. Vas-y. Pour moi, c'est une question de survie. C'est une question de survie et souvent, on oppose l'économie sociale et solidaire et l'autre économie et on oublie de dire qu'au sein de l'autre économie, qui est la grande économie, il y a plus de 90% des acteurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises qui se trouvent, qui sont contraintes sur les deux fronts et qui sont confrontées à d'énormes difficultés d'accès au marché public et privé. Donc il y a un problème de relation entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et c'est là que le premier élément de coopération va se travailler à ce niveau-là. Pour le Global Compact, en fait, c'est notre priorité. Aujourd'hui, c'est notre priorité. Ensuite, on a tous un problème commun, c'est la gestion des emplois et des compétences sur les territoires. Les petites et moyennes entreprises ont une question d'adaptation et de mutualisation de leurs compétences fonctions support
je ne sais pas si c'est clair, ressources humaines, comptabilité, qualité, ça coûte cher, ces fonctions-là. Et plus on augmente la réglementation, plus on augmente le degré de reporting, pas seulement en RSE, hein, dans tous les domaines, tous les reporting qualité, eh bien, l'augmentation des normes qui va peser in fine, de manière directe ou indirecte sur les TPE-PME, aujourd'hui, les TPE-PME ne sont pas suffisamment outillés, comme les acteurs de l'économie sociale d'ailleurs, pour répondre à cette accélération des normes. Et au Global Compact, là, si je pouvais même avoir un propos plus personnel, nous sommes convaincus que la bonne alliance, c'est l'alliance des petits et des moyens sur les territoires à échelle territoriale. Et si on peut la favoriser au Global Compact, évidemment, on va le faire. Ça fait partie, c'est le 17e objectif de cette 17e ODD. Ça fait partie de la feuille de route que nous avons construite avec le gouvernement. Ah voilà, une excellente transition pour Jérôme, je pense, parce que la mise en commun des moyens, finalement, la propriété partagée, etc., c'est les fondements de l'ESS. Donc toi, tu diriges l'ESS France, qui est une espèce de métastructure de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur ces alliances? Parce que d'une certaine façon, c'est des choses qui sont vécues depuis fort longtemps. D'une certaine façon, l'ESS n'a pu se développer, etc., qu'en vivant ensemble et en partageant un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ce débat, du coup, aujourd'hui, te fait sourire en te disant enfin, les gens commencent à comprendre qu'il faut qu'on travaille et qu'on collabore, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis que l'ESS a besoin aussi de se réformer un petit peu pour aller travailler avec des gens du secteur soi-disant, de l'autre côté de la barrière, même si tout ça est finalement la même économie? Bonjour à tous, merci Arnaud pour ce lancement. En fait, je répondrai oui à toutes tes questions, mais d'abord 2 mots sur ESS France, qui est en fait la coalition de toutes les fédérations représentant les entreprises et organisations de l'économie sociale en France. Dans la mesure où elle a un long passé, elle a une grande diversité de formes juridiques, de tailles, d'activités. L'ESS est en France présente dans quasiment tous les secteurs d'activité, peut-être pas dans la construction automobile, mais néanmoins dans ses sous-traitants, oui. Elle est présente dans le sanitaire et social, elle est présente dans tous les éléments de cohésion des territoires, et je ne vais pas faire d'inventaire. Mais donc nous rassemblons toutes les mutuelles, toutes les coopératives, les associations à vocation économique, les fondations, les entrepreneurs sociaux, la finance solidaire, depuis peu les entreprises du secteur de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. C'est beaucoup en France, ça ne fait pas nécessairement une force collective suffisante pour faire valoir tous nos points de vue sur tous les sujets. Néanmoins, on y travaille. La coopération et les alliances, pour le coup, commencent déjà par nous-mêmes. Ce qui est déjà un gros travail parce qu'on a tendance parfois à se reposer un petit peu trop sur une longue histoire, une installation dans le paysage, mais ce n'est pas forcément suffisant pour produire des choses efficaces. Quant aux questions que tu as posées sur la nature du débat, non, ça ne me fait pas sourire, à vrai dire. Même, à vrai dire, ça me rendrait plutôt... non pas triste, mais grave, à vrai dire. Et je pense qu'il faut qu'on dise très clairement les choses. D'ailleurs, l'un de mes auteurs favoris, qui s'appelle Albert Camus, disait que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et je pense qu'il faut qu'on commence par là. Et ce n'est pas le haut-commissaire qui va me démentir, mais je pense que nous sommes dans un moment extrêmement grave, en fait, de l'état de la planète. Nous sommes dans une situation où, finalement, tous les paradigmes sont en train de changer. Encore il y a quelques jours, le Cercle des économistes, qui rassemble bon nombre d'économistes français et internationaux en France chaque été, s'interrogeait sur le basculement d'un monde à un autre et sur le fait que tous les paradigmes finalement qui fondaient un mode de développement économique, en grande partie d'ailleurs le capitalisme, sont en train de disparaître, et ce n'est pas, en tout cas, d'être compromis ou interrogé, et ce n'est pas sans conséquence sur nos entreprises, nos organisations. Le changement climatique bouleverse notre rapport à l'économie. Le rapport au travail bouleverse la façon d'organiser nos entreprises. Les exigences démocratiques bouleversent la place de l'économie dans la société de manière générale. Je pourrais en rajouter, mais évidemment, les bouleversements technologiques sur nos façons de faire également. Tout change. Donc la question maintenant, c'est de savoir si on est prêt à comprendre ce qui se passe, au-delà de ça, être prêt à se transformer, parce que chaque entreprise est concernée dans sa propre transformation, et au-delà de ça, à construire des choses nouvelles. Ça, c'est la première conviction qui résulte d'un état des lieux, à mon avis, un peu grave de la situation. Deuxième conviction que j'aurais, c'est que personne ne pourra agir seul.
personne n'aura la recette pour relever ces défis tout seul. Certainement pas les États, certainement pas non plus les entreprises toutes seules, ni même les acteurs de l'économie sociale, malgré tout le bien que j'en pense. Donc il faudra qu'on travaille à partir de nos compétences, de nos façons de voir le monde aussi, pour voir ce qui peut être utile à construire des réponses adaptées. D'où l'intérêt d'avoir des coalitions d'entreprises qui s'engagent. Mais j'y mettrais pas un bémol, mais j'y mettrais une condition, je ne sais pas, mais à condition que ce soit des entreprises engagées à 100%. Ce ne sera pas un sujet annexe de nos engagements organisationnels ou entrepreneuriaux. C'est le sujet principal. Ce n'est pas pour se donner bonne conscience. C'est pour vraiment transformer, et ça commencera par son activité qu'il faudra réinterroger, soit sa finalité, soit la façon de le faire. Si nous ne le faisons pas dans ces principes-là, nous n'y arriverons pas. Et ça concerne tout le monde. Ma troisième conviction, pour le coup, qui est liée à ça, c'est que celle qui prétendra faire des choses, prendre des engagements, et qui ne les respectera pas, sera balayé. Je pense que nous sommes dans un monde où la transparence sur nos activités, où les exigences du public, citoyennes, les exigences de consommateurs, les exigences de salariés même dans les entreprises, ne toléreront pas des manquements aux engagements qui sont pris. C'est pour ça que les cadres que nous avons à construire, dans le cadre de coalition, le cas échéant, mais pour son propre compte au passage, doivent être extrêmement clairs. Qu'ils soient liés à nos principes d'organisation, qu'ils soient liés à des engagements que nous prenons au-delà de ces principes d'organisation. Sans ça, vraiment, je pense, des organisations qui sont même les plus grosses, qui sont extrêmement fragiles, potentiellement, peuvent être balayées par le cours de l'histoire, parce que les gens, le public, réagira de manière assez brutale. Et puis la quatrième conviction que j'ai, évidemment, c'est que les entreprises de l'économie sociale peuvent considérer qu'elles ont un temps d'avance. Non pas seulement par l'expression de leur finalité, mais par leur forme même d'organisation. Si, je prends que l'exemple français, mais si les entreprises de l'économie sociale en France résistent à toutes les crises, à toutes les évolutions politiques, c'est bien parce que leur mode d'organisation porte en soi les conditions de leur pérennité. Ça ne leur donne aucun droit à donner des leçons aux autres. Néanmoins, je pense que ce que nous avons à faire de notre côté économie sociale, au-delà du fait de construire des éléments utiles, c'est d'exploiter au maximum ce que permet notre modèle, de le réinterroger le cas échéant, de mieux l'expliquer au passage, et de faire en sorte que les éléments de la dynamique d'une entreprise de l'économie sociale, c'est-à-dire l'initiative collective, pour commencer, de réponse à un besoin ou de volonté de construire une activité, le fait de l'organiser de manière tout aussi collective dans la propriété de l'entreprise, de ne pas se mettre dans les mains de quelques-uns, encore moins d'un seul, du fait d'avoir une organisation démocratique ou à tout le moins qui suppose une gouvernance partagée avec la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, le fait de ne pas dépendre des marchés financiers pour financer son activité, mais de faire en sorte que l'activité s'autofinance pour l'essentiel, et puis enfin le fait de mesurer et d'expliquer l'impact que l'on a sur le reste de l'économie par ces activités. Ces 5 fondamentaux, me semble-t-il, sont de nature à structurer une réflexion sur ce que doit être demain l'économie. Dans une formule un peu lapidaire, que certains pourraient même considérer comme simpliste, j'ai tendance à dire que l'économie sociale et solidaire est la norme souhaitable de l'économie de demain. J'aimerais que ce que nous représentons, la façon dont nous travaillons, puisse inspirer demain d'autres formes d'organisation de l'entreprise, en tout ou partie. Néanmoins, on a des choses à se dire sur ce plan-là. Merci beaucoup. On y reviendra. Je pense que tu as fait des émules. Mais si je suis un petit peu provocateur, j'ai envie de te dire, OK, ça paraît super, le mode d'organisation, le sens, la résilience de ces modèles dans des contextes de crise, etc. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on est uniquement à peu près 10% du PIB ou de l'emploi, etc. dans l'ESS? Mais je te laisse, tu as la réponse, je sais, mais on y revient dans 2 secondes, sinon tu vas me prendre le micro jusqu'à la fin. Mais ça m'intéresserait effectivement de voir effectivement comment aujourd'hui ce modèle peut devenir le modèle ou la norme souhaitable ou peut venir influencer, viruser d'une certaine façon d'autres formes d'organisation, et pourquoi et comment il faut s'en inspirer et comment les acteurs de l'ESS sont prêts à franchir ce Rubicon pour aller de l'autre côté.
Ah ben on y travaille au French Impact. On y travaille. Alors, c'est une bonne transition, j'imagine, avec le French Impact. Donc, Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur cette innovation du gouvernement et sur son rôle aujourd'hui sur les territoires, sur les thématiques dont on parle, et justement sur le fait de mettre ensemble des acteurs qui ne collaborent pas nécessairement ou qui ont parfois un petit peu des préjugés quant aux attitudes de l'autre? Tout à fait. Donc French Impact, c'est une initiative gouvernementale, tu le rappelais Arnaud, qui est portée par le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale, et donc Christophe Itier. Et l'idée, enfin le constat de départ, c'est de dire que face aux urgences écologiques et sociales, bien évidemment, il faut bâtir des coalitions. Il faut décloisonner ce qui est le secteur du privé, du public, du parapublic, de l'ESS, les entrepreneurs sociaux, les investisseurs. Vraiment fédérer tous ces acteurs qui sont engagés dans l'innovation sociale pour pouvoir répondre à des défis de plus en plus imbriqués et de plus en plus complexes. Alors, schématiquement, effectivement, on peut dire que l'ESS, innovation sociale, les entrepreneurs sociaux peuvent amener leur capacité d'innovation, que les entreprises peuvent amener aussi leur pouvoir amplificateur, leurs moyens financiers, leurs moyens intellectuels, et que l'État, là-dedans, peut vraiment être un facilitateur. Donc voilà, ça c'est un petit peu la toile de fond. Et après, le French Impact s'est structuré en association pour pouvoir mettre en place des programmes. Donc il y a 3 grands programmes, mais je serai assez cursive sur le sujet. Il y a Pionnier, c'est 22 initiatives qu'on cherche à faire changer d'échelle pour aussi inspirer les politiques publiques. Il y a le programme Territoire que tu citais, qui est extrêmement clé, et je suis très sensible à ce que tu disais, Delphine, et après j'aimerais donner quelques exemples d'implication des entreprises au niveau territorial, où là l'idée du programme Territoire, c'est vraiment de mobiliser des collectifs. C'est pas territoire au sens administratif. Il peut y avoir bien sûr un soutien de la municipalité, et même il est encouragé, mais il faut qu'il y ait des entreprises, des associations, les CRES, enfin, voilà, des acteurs engagés sur l'innovation sociale et qui ont identifié des enjeux qu'ils souhaitent, qui sont prioritaires sur leur territoire. Ça peut être la mise en place d'un circuit court, ça peut être zéro SDF à Marseille, ça peut être une filière de revalorisation des déchets à Mayotte, et que c'est ensemble qu'ils vont pouvoir mettre en place ces actions très concrètes. French Impact, notre nom, nous oblige, et on a aussi cette logique de résultats concrets et mesurables. Et il y a un 3e programme qui est défis nationaux thématiques, où là l'idée est plus d'aller mobiliser des ministères pour travailler un petit peu différemment par rapport aux politiques publiques et décloisonner là encore ces univers. Quelques exemples. Alors moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'engagement des entreprises par rapport à l'ESS et à ces nouvelles alliances. J'aimerais démarrer par le mécénat. Juste de rappeler que le mécénat n'est pas une niche fiscale, mais un levier d'investissement social et environnemental, et qui se rénove constamment. Et notamment parler de ce qui se passe au niveau du mécénat territorial et de ce que pratique un de nos partenaires, qui est la fondation Break Poverty, pour lutter contre la précarité des plus jeunes. Ils ont fait une expérimentation à Romans-sur-Isère, où là, pour le coup, ils sont allés mobiliser des TPE, des PME, et ils ont levé de l'argent, et ils vont lever 1 million d'euros en 3 ans pour aider 1000 jeunes sur des projets qu'ils ont identifiés. Donc, ils ont amené ce cadre aussi un petit peu rassurant pour les entreprises, de dire, bah oui, c'est du concret, et on voit qu'on a un impact sur notre territoire, voilà, avec ce dispositif qui s'appelle la dotation d'action territoriale. Et nous, ce qu'on cherche à faire également avec nos territoires labellisés French Impact, c'est susciter ce type effectivement de rencontres entre des dirigeants engagés, de TPE-PME. On va organiser bientôt une rencontre avec le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, leur club Île-de-France et nos territoires franciliens labellisés French Impact, pour permettre aussi que ces entreprises s'engagent. Donc je vais citer le mécénat, mais il y a bien d'autres leviers pour s'engager. Les entreprises, elles peuvent aussi devenir opérateurs ou coopérateurs. Donc j'ai un exemple en tête d'un pionnier French Impact qui s'appelle Phoenix. Alors aujourd'hui, c'est une journée aussi, la loi de l'économie circulaire là, qui est en train d'être, qui a été présentée. Et donc Phoenix, c'est une plateforme qui
il y a déjà 4-5 ans, s'est lancé pour lutter contre le gaspillage alimentaire, qui récupère des invendus auprès de distributeurs et qui ensuite les redistribue aux associations de lutte contre l'exclusion. Et ils ont démarré avec Franprix, pardon, je cite une entreprise. Donc au début, il y avait 2, 3, 4 magasins, puis c'est passé à 450. Et donc, ça fait partie du modèle maintenant des Franprix. Ils ont déclenché la possibilité pour Phoenix de grandir. Donc ça, c'est aussi une alliance vertueuse et qui n'est pas dans un cadre philanthropique, qui est dans un cadre aussi maintenant de contraintes réglementaires. Voilà un autre exemple. Peut-être aussi parler d'un modèle qui est la joint venture sociale. Où là, c'est vraiment donc un statut juridique qui est intéressant, qui existe depuis 4-5 ans à ma connaissance, et qui permet d'avoir d'un côté un acteur de l'ESS, un entrepreneur social, et puis une entreprise dite classique. Et ça marche. Donc là, j'ai vu témoigner récemment une JVS qui s'appelle Liva, qui est entre Vinci et Aresque, un chantier d'insertion, une entreprise d'insertion à la base, pour avoir des salariés en insertion sur le BTP, sur les chantiers. Notamment, je pense à la collecte des déchets. Et en à peine quelques mois, je pense que c'est 2-3 mois, ils ont déjà 50 salariés en insertion, ce qui est vraiment très, très représentatif. Voilà, je pense qu'on peut aussi parler du mécénat de compétences, parce que tu parlais des motivations des boîtes, des entreprises. Ça peut aussi beaucoup être le levier RH. Et la mobilisation des collaborateurs. Et que du coup, le fait que dans ce monde, on l'a entendu en début d'après-midi, la quête de sens est aujourd'hui clé chez les collaborateurs des entreprises, le fait de pouvoir faire une mission en informatique ou autre chose, je pense à un Mosaïque RH qui a développé en mécénat de compétences, grâce au mécénat de compétences, une plateforme, diversifier vos talents pour aller justement lutter contre le chômage dans les quartiers et permettre à des profils qui n'ont peut-être pas tout à fait les codes d'aller rencontrer des offres dans les TPE, PME. Et tu m'avais dit qu'il fallait dire aussi les trucs qui ne marchent pas. Donc, peut-être aussi pour illustrer le rôle de l'État facilitateur et de ce que nous, on essaye de faire aussi avec l'administration pour aider en fait les porteurs de projets. On a chez French Impact un programme pour parrainer en fait nos 22 initiatives pionnières, et ça va s'élargir bien sûr à tous nos territoires labellisés, et j'espère de plus en plus à tout l'écosystème. Et par exemple, on a Envie d'autonomie, qui est une structure qui recycle en fait des aides techniques pour les personnes handicapées, donc des fauteuils roulants, et qui les remet en usage grâce à un chantier d'insertion. Donc c'est plus économique, c'est plus écologique, c'est social, et la sécurité sociale ne rembourse pas. Chercher l'erreur. Moi, j'ai entendu récemment qu'il y avait un problème avec le trou de la sécurité sociale, que ça revenait. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un marrainage, en l'occurrence, avec une personne qui est la numéro 2 ou 3 de la Direction générale de la cohésion sociale, donc aux fonctionnaires vraiment placés au cœur des rouages d'administration, qui, on a créé cette rencontre du 3e type, donc aux fonctionnaires qui rencontrent cet innovateur social Envie d'autonomie, et qui arrive avec un peu de scepticisme, forcément, parce qu'il y a de la méfiance et de monde qui ne se parle pas trop. Et elle est repartie, maintenant on a une ambassadrice au cœur des rouages de l'État. Je ne prétends pas que ça se fasse en un claquement de doigts, mais au moins on a contribué à casser les préjugés. Et pour ce type de coalition et d'alliance un peu innovante, il y a aussi une question effectivement de créer les conditions de la rencontre. Merci. Et ça sera peut-être une question pour Monsieur le Ministre. Effectivement, comment est-ce qu'on identifie et qu'on accompagne les acteurs du changement public, ou en tout cas dans les administrations, celles et ceux qui ont tout autant de belles idées que tout un tas d'autres acteurs, et qui ont envie de co-construire et de co-créer avec eux, et parfois de sortir un peu de leur carcan, parce qu'on sait très bien que l'administration peut parfois être un petit peu étouffante. Je dis ça sous le contrôle et l'approbation évidemment du haut-commissaire. Et donc, je reviendrai dans quelques instants là-dessus, parce que je voudrais savoir s'il y a une recette finalement. Est-ce que quand on met des gens autour d'une table,
on les met autour d'une table et puis on se dit que ça va bien se passer? Ou est-ce qu'il y a un petit tweak, une petite recette un peu magique qui fait que les gens apprennent, s'ouvrent et acceptent de se livrer, à sortir un peu de leur posture? On y reviendra, si tu veux bien, dans quelques instants. Mais comme tu as parlé de la grande entreprise, tu as à ta droite un représentant de cet univers-là. Antoine, merci d'être avec nous. Moi, ce que j'avais envie de connaître, c'était un peu donc l'évolution assez notable de BNP sur les derniers temps, en tout cas en termes d'engagement, d'où ça vient. Ça m'intéresse de comprendre ça. Comprendre aussi parfois, est-ce que c'est facile quand on est une grande institution? Est-ce que finalement les autres vous voient arriver en mode portefeuille qui va pouvoir les financer? Ou est-ce qu'on arrive vraiment à dépasser cette notion-là, ce préjugé, et à rentrer dans une vraie co-construction? Et quel est le retour un peu attendu pour une entreprise aujourd'hui? Comment ça se mesure même? Merci, bonsoir. Alors d'abord, je voudrais vous annoncer un scoop, c'est que BNP Paribas est né il y a 171 ans d'un des ancêtres du French Impact. Car à l'époque, il y avait à la fois une crise économique et la révolution de 1848. Et suite à cette révolution, il a été décidé de créer des institutions qui réunissaient à la fois l'État, les municipalités et les principales entreprises privées de chaque municipalité. Et ces institutions ont été appelées les comptoirs d'escompte, et c'est la fusion des comptoirs d'escompte qui a donné la BNP. Donc nous sommes nés, nous sommes cousins, et nous sommes nés de coalition. Donc ça, d'abord, c'est quelque chose d'assez important. Et en fait, ça répond assez facilement à ta question, parce qu'on pense profondément qu'il n'y a pas de bonne banque qui n'aide pas la société à résoudre ses problèmes. Alors ça peut arriver périodiquement que des gens vivent un peu comme des champs de sauterelles sur l'économie en essayant de faire de l'argent sans résoudre les problèmes de la société, mais l'expérience a montré que ça n'a qu'un temps et que ça débouche généralement sur des crises extrêmement graves. Donc ça, c'est de la mauvaise banque. Et en revanche, la bonne banque, c'est de la bonne banque qui est faite avec, comme disent les Anglais, un purpose, ou d'ailleurs en français on appelle ça une raison d'être, et cette raison d'être ne peut être que d'accompagner l'économie. Donc, et d'accompagner les besoins de la société. Or, aujourd'hui, clairement, les besoins de la société, ils passent très largement par le fait de résoudre les enjeux du climat, les enjeux liés au territoire et les enjeux liés aux inégalités individuelles. Et nous pensons fermement que toute entreprise qui s'engagera dans une démarche qui ignorera ces dimensions et dont l'activité, le cœur même de l'activité, ne conduira pas à aider à résoudre ces problèmes, passera à côté de son avenir, et que finalement, à un moment, il y aura des gens qui viendront lui dire « Écoutez, vous êtes très sympathique, mais vous n'êtes pas le genre d'entreprise, ou vous n'êtes pas le genre de banque dont on a besoin au XXIe siècle. » Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je dirais l'hybridation des modèles et le fait de brouiller un peu les cartes, parce qu'en même temps, évidemment, pour les gens qui aiment bien les choses très carrées, où chacun reste à sa place, c'est une façon de penser qui est extrêmement perturbante. Mais en fait, ça, moi, je l'ai vécu il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, BNP Paribas est devenu le premier refinanceur et mécène d'une institution extrêmement importante de l'ESS qui s'appelle l'ADI. Donc le premier... Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Maria Novak expliquait ce qu'elle faisait, les gens lui disaient « Vous êtes formidable, vous êtes formidable, parce que vous prêtez aux chômeurs qui créent leur entreprise, alors que ces salauds de banquiers, eux, ne prêtent pas aux chômeurs qui créent leur entreprise. » Et là, Maria Novak, qui est quelqu'un d'extraordinairement honnête et d'une droiture que chacun connaît, disait « Oui, c'est vrai, si on arrive à prêter, c'est parce qu'on a un certain nombre de process que n'ont pas les banquiers. Néanmoins, je vous mets à l'aise, l'argent qu'on prête, c'est de l'argent qui nous a été prêté par des banques. En plus, il y a plein de bénévoles de l'ADI qui sont en fait des salariés de banque qui font ça le soir quand ils ont terminé leur travail. Et enfin, la banque elle-même contribue énormément. Et par exemple, BNP Paribas nous a aidé à installer toutes nos antennes, à financer l'installation de toutes nos antennes dans les quartiers politiques de la ville. Donc du coup, si vous voulez, pour les gens qui voulaient absolument que chacun reste à sa place,
déjà, il y a 10 ou 15 ans, les explications de l'ADI permettaient de relativiser largement les choses. Et donc nous, c'est vrai qu'on en a ressorti une très forte culture de coalition. Alors ça veut dire que, par exemple, dans nos propres centres, puisqu'aujourd'hui on s'occupe pas mal de ESS, on a plus d'une centaine de référents ESS répartis dans nos agences à travers la France, et nos référents ESS sont dans le même bureau que nos spécialistes de l'innovation. Ce qui fait que chaque fois qu'il peut y avoir un lien entre ESS et innovation dans une localité, ça va se faire naturellement. Il y a déjà quelques années qu'on est devenu l'une des premières banques des startups localement, et aujourd'hui, on joint ça avec la dimension de banque de l'ESS. C'est par ce genre de rencontre, par exemple, que Carnot Computing, qui est à la fois une entreprise à impact et une start-up que l'on soutient, et qui est une entreprise qui permet de chauffer des locaux grâce au calcul informatique et à l'empreinte thermique des calculs informatiques. Donc vous voyez bien qu'avec une seule empreinte thermique, on fait deux choses. On fait des calculs informatiques et on chauffe un local. Et donc ce sont, grâce à Carnot Computing, les calculs informatiques de BNP Paribas réalisés dans ces grands centres informatiques au départ, qui ont été transportés dans des HLM de la région de Bordeaux, qui sont chauffés gratuitement grâce à ces calculs. Donc c'est un exemple de coalition et un exemple de cas où chacun fait un peu tomber les barrières. Il y a d'autres cas. Je peux citer ce qui se passe au Sénégal, où vous avez, j'imagine qu'il y a des représentants du Sénégal dans cette salle. Chacun sait que c'est un pays particulièrement touché par le réchauffement climatique. Et à un moment, il y a des villages qui ont été presque abandonnés, notamment parce que les hommes sont partis. Ils sont partis d'abord à Dakar, où ils n'ont pas forcément trouvé de travail, et ensuite ils sont partis dans d'autres endroits. Mais les femmes, notamment celles qui sont réunies dans un réseau qui s'appelle le Réseau des femmes agricultrices du Nord, ont décidé de créer des cultures résilientes, et elles ont en quelque sorte sauvé les villages. Le problème, c'est que ces cultures résilientes ont tellement bien marché qu'à un moment, les hommes ont voulu revenir et ont dit au chef de village, pourquoi as-tu donné le droit sur la terre aux femmes ? Parce que nous voudrions avoir ces droits sur la terre. Et donc, du coup, il y a une coalition entre les chefs de village locaux, l'ONU Femmes, et puis BNP Paribas, pour arriver à protéger les droits de ces femmes qui ont fait un travail formidable sur la terre, et pour arriver à les aider à la fois à défendre leurs droits, à accéder à la technologie, et à finalement trouver les acheteurs dont ils ont besoin et à accéder au système financier. Donc on voit bien qu'il y a des coalitions qui se mettent en place dans lesquelles des rassemblements assez improbables de personnes très différentes permettent de résoudre des problèmes. Mais c'est parce qu'on part des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face aux très grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde, si chacun se dit mon sujet c'est de vendre ma soupe, ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est partir des problèmes et se dire comment est-ce que, si tout le monde fait son boulot autour d'un problème, on va arriver à trouver une solution. J'ai un autre exemple qui est ce qu'on fait en Indonésie, où on travaille c'est pas un projet, ça existe déjà. Vous avez une plantation d'EVA de 88 000 hectares qui a été créée selon les directives du WWF. Cette plantation permet à la fois d'aider à restaurer la biodiversité, de fournir du boulot à 16 000 personnes et d'alimenter Michelin, qui s'est engagé à acheter la production en caoutchouc équitable. Et qui finance cette plantation? Ce sont de grands investisseurs institutionnels que nous, BNP Paribas, on est allé chercher et qui sont prêts à miser sur l'avenir de cette plantation, puisqu'ils voient bien que tout le monde fait son boulot et qu'il y a un système économique qui fonctionne assez bien. Avec, je dois dire, un petit élément qui rajoute un peu d'attrait quand même pour les investisseurs, qui est qu'une partie de la dette émise par cette plantation est garantie par
des institutions de développement international, et là en l'occurrence par l'institution américaine USAID. Et je pense, parce que tout à l'heure dans la table ronde précédente ça a été évoqué, à un moment il y a des projets sur lesquels il est quand même difficile d'investir s'il n'y a pas quelqu'un qui donne un petit coup de main. Et je crois qu'aujourd'hui les investisseurs sont prêts à accepter des projets de biens communs qui ont des rendements assez faibles. Mais ils ne peuvent pas accepter à la fois des projets de biens communs qui ont des rendements assez faibles et qui ont un risque très élevé. Et donc, quand on a un projet de biens communs qui a un rendement assez faible, ce qu'un investisseur, là je ne parle pas des banques ou des entreprises, hein, je parle des fonds de pension, je parle des caisses de retraite, je parle des gens qui vont payer des retraites. Parce que n'oublions pas que quand on va voir un retraité, on lui dit « Est-ce que tu veux que ton argent serve à une cause de bien commun ?» Il va répondre « Oui ». Si on lui dit « Est-ce que tu veux que ton argent serve à une cause de bien commun et que ta retraite soit amputée de 10% ?» Il va répondre « Non ». Et donc, du coup, si on veut mobiliser cet immense argent des caisses de retraite et des fonds de pension pour financer, puisque c'est eux les investisseurs, pour financer des projets de biens communs, bah souvent, lorsque le risque est un peu élevé, mais que l'enjeu en termes de biens communs est considérable, apporter un petit peu de garantie publique peut être un moyen d'améliorer l'attractivité du projet. Merci pour ça. Donc ça a l'air très beau. Je me souviens d'un grand patron d'une boîte du CAC que je ne vais pas forcément citer là, mais qui disait que son enjeu à lui, c'était de gérer ses paradoxes, voire sa schizophrénie parfois. Je voudrais savoir, enfin, quand on est de ton côté, on mène tout un tas de projets qui ont l'air effectivement très excitants et formidables. Est-ce que le reste de l'institution suit aussi facilement? C'est quoi les combats internes pour aligner aussi ses collègues? Parce qu'à un moment donné, au bout du bout, il faut aussi faire de l'argent. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Parce que ça n'a pas l'air si simple que ça. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la routine et le temps. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait des enquêtes. Par exemple, cette transformation qui consiste à faire beaucoup plus d'efforts pour aligner l'entreprise sur le bien commun, les gens la comprennent tout simplement parce qu'ils comprennent aussi, ils ont besoin de deux choses et ça satisfait ces deux choses. Chez nous, les gens ont besoin de faire une banque qu'ils peuvent raconter à leurs enfants. Il y a une crise financière, il y a des problèmes très importants et nos 200 000 collaborateurs, c'est des êtres humains. Et donc, quand ils rentrent le soir, ne pas pouvoir expliquer à leurs enfants le métier qu'ils font, c'est un problème considérable pour eux. Et donc, ils veulent que ce problème soit réglé. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, et donc, quand on leur dit il y a une possibilité d'avoir un impact positif, en fait, ça ne les intéresse pas un peu, ça les intéresse énormément. Et puis, quand on leur dit en plus, alors que nous, banques, on fait un business model qui est assez challengé, que ça leur permet de trouver les marchés de demain, puisque les besoins de la transition énergétique sont considérables, puisque les besoins de créer des systèmes plus inclusifs sont considérables. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça les intéresse énormément. Là où c'est plus compliqué, c'est que tout ça, ça demande énormément d'innovation et ça demande énormément de capacité à sortir de la routine, à sortir de nos habitudes, à ne pas faire ce qu'on a fait d'habitude. Et vous voyez bien que refaire, quand je suis banquier, refaire ce que je fais depuis 30 ans à l'identique, c'est très facile. Faire quelque chose de nouveau, ça va me prendre 5 fois, 6 fois, 7 fois plus de temps. Et donc, c'est ça la difficulté. Je peux vous donner un exemple très concret. Quand on est sorti du gaz de schiste, on a été la première des 33 banques mondiales, des 33 plus grandes banques mondiales, à ne plus financer les spécialistes du gaz de schiste. Et on avait des commerciaux aux États-Unis qui étaient spécialisés là-dedans, puisque depuis 20 ans, ça avait été le modèle de développement de l'énergie aux États-Unis. Et donc les gars, ils nous ont dit, bon, bah, vous êtes vachement gentils, mais vous faites quoi? Mais on fait quoi, nous? On dit, bah, les gars, vous vous spécialisez dans les énergies renouvelables. Les gars, ils ont dit, oui, mais d'accord, mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas le faire. C'est pas notre job. Ça fait 30 ans, 20 ans que je rentre le soir et que je dis à ma femme que j'ai vu Bill ou que j'ai vu Joe qui travaillent dans les énergies renouvelables. Je dis Bill et Joe parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le gaz de schiste. Mais donc, du coup, le gars, il faut qu'il change de boulot. Il faut qu'il se recycle. C'est une véritable reconversion. C'est un effort considérable. Et donc, cette difficulté-là, elle est beaucoup plus considérable que la difficulté de l'argent. Parce que faire de l'argent, quand on est compétent en combinant enjeu sociétal et enjeu économique,
pour peu que tout le monde s'y soit mis et que chacun fasse son boulot autour de la table, c'est assez possible. En revanche, se réinventer tous les matins, c'est beaucoup plus compliqué. D'où le point de Jérôme tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des modèles d'organisation et qui pouvaient être peut-être utiles justement à cette transformation, y compris des individus et des grandes organisations. Mais comment est-ce qu'on fait ces ponts finalement, Jérôme, si on veut progressivement que finalement le modèle ESS et le mode d'organisation, le purpose qui est là parce qu'il est là depuis toujours, puisse finalement se disséminer un peu plus largement au-delà de l'ESS pur jus. Moi, je n'ai pas de recette miracle, à vrai dire. Je pense que chacun doit faire son propre examen, non pas de conscience, mais de performance. C'est plutôt comme ça que je le présenterai. C'est d'ailleurs pour ça que tu disais tout à l'heure que l'ESS en France pesait 10% du PIB, mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de dire qu'elle pèse 10% du PIB. D'abord parce que ça fait que 10. Deuxièmement, parce que je ne pense pas qu'on puisse mesurer nos activités en termes de PIB, en fait, qui n'est pas le bon indicateur pour mesurer ce que nous faisons. Et je pense que parmi les sujets qui doivent irriguer les coopérations entre acteurs de l'ESS et d'autres, c'est notamment la façon de mesurer nos activités. Je pense que ces indicateurs classiques sont inadaptés au monde de demain, assurément, mais aussi à la crise économique actuelle. Et je pense que c'est en grande partie l'une des causes de l'aveuglement de collectif, on va dire, parce que je ne visais personne, mais l'aveuglement collectif quant à l'évolution de nos modèles économiques. Donc s'il y a bien un sujet sur lequel il faut commencer à travailler, c'est celui-ci. Ça va sur des considérations techniques, y compris sur les questions de comptabilité des entreprises, parce que tant qu'on restera aussi dans ce modèle-là, on ne verra pas ce qui est important. Et quand on ne voit pas ce qui est important, c'est compliqué de faire ce que disait Antoine tout à l'heure, de convaincre à l'intérieur d'une entreprise qu'il faut faire différemment. Tant qu'on n'arrive pas à avoir les bons leviers, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, derrière l'engagement des collaborateurs, parce que c'est le dernier point que je voulais évoquer, moi je ne crois pas qu'une organisation bouge parce qu'elle a décidé de bouger à la tête. Voilà. Je ne crois absolument pas. Par contre, ce que je crois, c'est que ce que l'on fait dans des organisations, et c'est pour ça que là aussi l'échange d'expérience est intéressant, permet de faire bouger individuellement les collaborateurs, et que c'est ça derrière qui fait globalement bouger les choses. Moi, je ne crois pas, je vous dis franchement, je ne crois pas aux engagements sur papier glacé de tel ou tel, dans tous les milieux, je vous rassure, je ne vise personne. Je ne crois pas à ces engagements-là. Je ne fais que constater la réalité. Et je crois que l'exigence qu'on doit avoir par rapport à nous-mêmes, c'est de mesurer les effets réels, l'engagement réel des entreprises, des personnes. Et c'est ça qu'on va avoir devant nous, en fait, parce qu'on pourra multiplier tous les colloques, tous les sommets qu'on voudra. Tant qu'on n'arrivera pas à mesurer concrètement ce qui se passe, ça ne changera rien. Moi, je me satisfais que telle ou telle entreprise, dont ce n'est pas le business principal, dont ce n'est pas le business model que de financer l'économie sociale ou telle autre activité dont l'utilité sociale est forte. Je m'en félicite. Mais si c'est moins de 1% de son activité, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Il n'y a pas d'effet levier quand on est à 1% de son activité. Donc la question qui se pose pour tout le monde, y compris dans l'économie sociale qui n'a pas forcément toujours le réflexe, l'habitude ou l'envie de s'interroger sur ses propres activités, il faut qu'on voit quels sont nos effets de levier à l'intérieur de chacune des organisations pour aller très au-delà de ce que nous faisons. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne servira à rien. Les effets seront cosmétiques. Une rapide réaction. Non, mais je suis entièrement d'accord parce que, en fait, toute l'histoire de la comptabilité, c'est celle-là. C'est-à-dire, quand on a voulu financer la création des chemins de fer, on a créé l'amortissement. Quand on a voulu tenir compte de la rapidité de l'Internet, on a créé les bidas. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement, et on y travaille effectivement très activement. Alors, c'est pas forcément de ça qu'on parle le plus à nos collaborateurs, parce que c'est parfois des sujets assez techniques qui vont prendre un peu de temps à accoucher, mais en effet, c'est une des principales conditions du succès, c'est qu'on arrive aujourd'hui à la fois qu'on arrive en fait à comptabiliser ce qui s'appelait autrefois des externalités positives et qui ne sont pas des externalités, qui doivent être des internalités. Aujourd'hui, ça doit être quelque chose d'interne au business model, oui. Quelque chose qui doit être interne à la comptabilité et qu'on doit être capable d'identifier. Merci. Jane, just coming back to you.
how does that sound? Is it kind of a very French, topic? And when you go and have to convince your companies and partners in Kenya, what is basically the main reasons why they work with you? And is it something which is about making their people happy, or is it something which is more basic, which is having access to very skilled and trained people? Thank you so much. The reasons why the companies are working with us are varied. One, they have a business case, because when we give them skilled labor that is local, it's cheaper than when they import skilled labor from China, from India, or elsewhere, because the imported technicians, they have to pay per hour. When they have a youth that we have trained in Kenya, they can pay them per month, which is the rate going in Kenya. And they also pay them less during the training period, and for us that works. But I think some of the models that we have seen in France are very, very useful for us, because when we look at the social enterprise, like Group SOS, I really hoped when I was coming to France that I would meet them. So today I was very happy to have a good chat with Kevin, because we were looking at the models and how it has worked over the years, and to see how can that be replicated for us. So I would like to say, maybe as a last word, that I think there is no magic in the social entrepreneurship that we are trying to succeed in Kenya, in East Africa, or in Africa. However, there are lessons that are very, very useful, and if we can have, even out of this network, to be sharing the good practices. Some of them we have already shared here, we have had during the networking, but I just want to mention that I think for us it will be very useful, especially when we look at this topic of the future of work. Some entities here have done a lot of research. What jobs will no longer be valid because of artificial intelligence. That is research we can use so that we are training people for jobs that they will continue to have. The other most important thing, and I think it is mostly from my co-panelists, but also from France and the other countries, is the issue of the social entrepreneurship policy. We don't have a policy in Kenya. We're trying to work on that, so we would be very happy to be able to include even other social enterprises that didn't make it to France, to be able to benefit from a good national policy, that where we can see what has worked for you, what is the minimum criteria that we should propose to the government in a national policy for social entrepreneurship. I'm just going to make one last point, and this is on technology. Last year, Toolkit iSkills, we got an award from Habitat for Humanity. Habitat for Humanity came on board because they saw the youth we have trained, young women who were earning 100 shillings a day from washing clothes in a slum, and we were able to train them into painters or plumbers who can earn $10 a day. And they really wanted us to scale that in terms of training artisans. And one of the best things we got from Habitat for Humanity was a portal. So I just want to say that sometimes when we are in social entrepreneurship, it's not maybe money in cash that we may be asking for. It is also technology. It is technical support that will help us to scale. So like for Habitat, it has helped us a lot, and I know that there are many in this room who are in the technology space. So we want to see how can we use digital audio visual to be able to train the youth who are not literate, and because of technology, we can use coding, we can use audio visual digital platforms, and they can be able to train much faster and access jobs. Thank you very much. Thank you, Jane. Ravi, quick question. So I had a question about the IP, but do you see other challenges that are preventing those alliances that you are running from scaling? What do you think are the one or two main challenges that needs to be overcome in order to be able to bring them at scale and to multiply them a lot? So first, to answer on the IP side, we are a stakeholder in the company. So therefore, we have a very strong legal agreement to ensure that they don't compromise on the affordability of the innovation, right? So, and the pathway is to first go into the public health and then go into the private. So we will do everything to ensure that the primary objective of the social enterprises innovation
is not compromised. Secondly, challenges are plenty, but the key thing is India is a country where more than 680 million people do not have essential needs met. 21% of the population earns less than $2 a day. And on the other side, we are the second fastest growing economy of 7% GDP growth year on year. We have more than 80% of the population having access to bank accounts and more than 800 million mobile phone subscribers. So there are issues on the one side and there are opportunities. So the challenge is how to ensure that the innovation marries and solves the problems of accessibility and affordability, which is a key issue, how the innovations ensure that some of the areas where the government, for example, is a challenge and at the same time an opportunity as well. So which is why we ensure that the government is an integral part of anything that we do. Social Alpha, for example, has been christened with a joint venture between Tata Trust and the Government of India. So they're very much there on the board, they understand, and they're there from the beginning, right from identification and designing, and provide their platform to test those solutions so that their skin is on the game. And you think that companies in India, because they have to invest also part of their profits back to the communities, are they doing that because of this? Do you think this is the right incentive, or are they doing that because they really see a broader business opportunity eventually? So it's a kind of a pioneering policy initiative from the government, which probably no other country has managed to do till now. We are in the 6th year of that policy. Close to $2 billion of money comes into the social sector by way of the mandate. But it's early days to come to the conclusion. There are very differing opinions between some feel it's the same people who were earlier doing 1.7% have moved up to 2% because of this policy. There are a few other new people who aren't doing it have come in, but there are lots of people who are yet to come to that level. But it's showing very interesting results. Some of the geographies which never had any kind of social or development sector interventions are seeing because of this mandation. Therefore, another few years will tell us how this policy initiative is actually panning out. The idea is to make sure that the companies have the social responsibility as part of the regular way of doing business. Initially start with the mandation and then regularize it as you go along. Merci. Delphine, petite question peut-être liée à... Sorry, we have to finish soon. Yes. Rapidement peut-être sur... Comment est-ce qu'on aide finalement les organisations et les entreprises en particulier à accélérer finalement cette transition vers des modèles de collaboration, vers la prise en compte des enjeux sociétaux, etc. Est-ce qu'il faut les contraindre, en tout cas un peu comme en Inde, en leur disant voilà, c'est 2% de vos profits, boum, que vous devez reverser, ou est-ce qu'on doit créer finalement un autre schéma, une autre aspiration pour que ça se mette en place ? Alors, très rapidement, moi, il me semble que cette question-là, on se la pose depuis longtemps, et donc je vais revenir sur 2 points de difficulté que j'observe et qui sont sous-jacentes. Un, la dynamique qui est à l'œuvre et qui a préfiguré des collectifs, des coalitions, des innovations, cette dynamique dépend avant tout des personnes. Et on a un problème, c'est qu'on ne peut pas la tenir dans le temps. C'est ce que tu disais, Antoine. Comment on tient cette dynamique dans le temps et du coup, on a une première réponse dans la loi. C'est ce qui a d'ailleurs préfiguré, qui a poussé toutes les réflexions autour de la raison d'être dans la loi Pacte, puisque le premier élément, c'est comment on transmet d'une génération à l'autre la vocation d'intérêt commun, si je puis dire, le souci de commun. Et donc, comment des actionnaires peuvent, à un moment donné, créer un pacte d'actionnaires qui tient dans le temps pour maintenir l'effort. C'est aussi la dynamique des personnes dans l'entreprise et autour de l'entreprise, et ce sont les corporate activistes qui font partie des 5, si j'ai bien écouté hier soir, des 5 axes de 10%. Le deuxième élément pour moi qui est très important, et c'est 2 exemples parmi d'autres que j'ai en tête, qui sont liés à l'actualité, il y en a d'autres. Deuxième élément qui pour moi est fondamental, c'est le problème majeur de la captation de valeur. La captation de valeur monétaire ou symbolique. On peut vouloir des coalitions
On peut construire des coalitions, mais toute la difficulté, c'est pour les tenir dans le temps et pour qu'elles ne se trahissent pas, qu'elles ne se dissolvent pas, eh bien, c'est de réguler cette captation de valeur monétaire ou symbolique. L'ADI est un bon exemple. L'ADI est un exemple merveilleux de coalition. L'ADI est le résultat d'une double coalition, si je puis dire. Une coalition de tout le secteur financier, parce qu'il y avait tout le secteur financier. Aujourd'hui, il y a tout le secteur financier autour de l'ADI, d'une part, et l'ADI s'inscrit dans un écosystème d'accompagnement à la création d'entreprises qui fait que l'ADI n'agit pas seul. Pour un entrepreneur accompagné par l'ADI qui est montré dans les chiffres de l'ADI, il y a l'ADI, France Active, les boutiques de gestion, Initiative France, il y a une dizaine au moins, les cigales qui sont très en amont, etc. Et toute la difficulté pour l'acteur public, comme pour le financeur privé mécène, c'est de reconnaître les parties prenantes à ces coalitions et de veiller à équilibrer les captations de valeurs symboliques et monétaires. Parce que la captation est normale. Hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. La captation est normale. Une entreprise, elle n'a pas d'autre objet que d'atteindre son objectif de produire de la richesse. Après, on voit ce qu'elle en fait. Donc la captation est normale. Et j'en viens à ta dernière question. Qu'est-ce qui permet de réguler? Bien sûr, il y a la loi. La loi, et c'est pour ça que la France, je rebondis sur ce que vous venez de dire, la loi est essentielle si nous voulons que les conditions soient vraiment réunies pour garantir l'universalité des démarches, les équilibres, pour éviter les captations de valeur par un tiers au contrat collectif. Mais la loi ne suffit pas. Et en France, je dois dire que nous avons des entreprises hybrides, nous avons des acteurs hybrides, je pense à la Caisse des dépôts, derrière toutes les innovations dont nous venons de parler, et on pourra en lister plein d'autres, il faut revenir à l'histoire. La Caisse des dépôts a été à l'origine de beaucoup de choses, c'est un acteur hybride. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont à l'origine de nombreuses initiatives institutionnelles. Et donc, clairement, en France, la loi ne suffit pas, il faut qu'au départ, il y a des acteurs et une société civile organisée ou non organisée qui se mobilisent. Et de la même manière, je dirais peut-être l'apport de l'entrepreneuriat social, l'apport de la dimension internationale, d'où l'enjeu de Pact for Impact, l'apport de toute la dimension internationale au système français, qui est vieux et qui a une valeur du fait de cette histoire, c'est peut-être que nous pouvons aussi inventer des formes de régulation collective qui procèdent de la société civile. Merci. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est l'articulation entre la régulation par l'acteur public et la régulation par la société civile. Bravo, merci beaucoup. We are coming to the conclusion, Mr. Minister, and we would love to maybe get now your reaction to what has been said. It was very rich, and to get a bit of what you think could be maybe applied to your country, what you have learned. Obviously, you can go to this place, and how is it basically feeding your reflection about this topic, and what do you think you could do back in your country? First of all, good evening for everybody. I have one secret for you. Before that, we have a very short meeting with moderator, and he told me, you must spend our time and we must stay here for tomorrow. So in that case, I will speak on Serbian language. So, dobro večer svima. Bonsoir tout le monde. Vrlo je teško napraviti dobar rezime i reći kratko nešto o svemu što je sada rečeno. Il est très difficile de faire un résumé bref et dire clairement des choses sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Čuli smo mnogo dobrih primjera i mnogo pozitivnih iskustava. On a entendu beaucoup d'exemples, très bons exemples, et des expériences également. Ali razmišljao sam i kako da završim, pa još mi nije onako sazrelo da znam kako i na koji način da završim ovaj panel. J'ai réfléchi comment terminer cette table ronde, ce panel, et en fait, pour dire la vérité, je ne sais pas encore comment je vais le terminer exactement. Ali smislit ću nešto efikasno, sigurno. Mais je vais certainement trouver quelque chose de très efficace. Dve su stvari na početku, razlika između socijalne ekonomije i solidarne ekonomije. Il y a deux choses au début dont je souhaiterais parler, la différence entre l'économie sociale et l'économie solidaire. Mnogi je koriste i greše u tome i kažu da i koriste kao sinonime. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui utilisent ces deux termes comme des synonymes.
ne znaju suštinsku razliku, a razlika itekako postoji. Socijalna ekonomija je nešto što se tiče društvene odgovornosti. Ils ne connaissent pas la différence, du coup ils utilisent les deux termes indifféremment, alors que l'économie sociale, c'est quelque chose qui concerne la responsabilité sociale. Ona već postoji u okviru socijalnih preduzeća. Ça existe déjà au sein des entreprises sociales. A solidarna je okrenuta ljudima i suštinski menja ekonomiju. Alors que l'économie solidaire est tournée vers l'être humain et change fondamentalement l'économie. I gde je naša prilika? Prilika je, s obzirom da mala i srednja preduzeća su okosnica razvoja jednog društva i podrška velikim infrastrukturnim projektima upravo u malim i srednjim preduzećima. Et donc, en fait, la chance, il faut la chercher auprès des petites et des moyennes entreprises, parce que c'est elles qui sont, en fait, la colonne vertébrale de l'économie. A imamo izazova danas sasvim dovoljno. Demografija, ekonomske migracije, životna sredina. Nous sommes tous confrontés avec de nombreux défis, les défis démographiques, les migrations économiques, l'environnement. I u svemu tome postoji prostor za povezivanje i prostor za solidarnu ekonomiju. Et dans tout cela, nous pouvons nous entreconnecter et trouver des possibilités pour développer l'économie solidaire. I to ima prostora za Pact for Impact. Et donc c'est là qu'est la place de Pact for Impact. Mi u Srbiji, kad je u pitanju ovo, na dva načina sada pokušavamo da se implementiramo kad je u pitanju socijalna ekonomija i kad je u pitanju solidarna ekonomija. En Serbie, nous travaillons sur deux plans en ce qui concerne l'économie sociale et l'économie solidaire. Prva je kroz socijalne karte, izradu socijalnih karata po uzoru na Dansku. Premièrement, à travers les nouvelles cartes sociales, et on a pris l'exemple danois, koja treba da da jasnu sliku onoga šta mi imamo kad je u pitanju naša struktura, naši građani. Et dans ces cartes sociales, devrait nous donner l'image claire pour savoir qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qui existe dans la société. I druga je Zakon o socijalnom preduzetništvu koji pored svega onoga što mi znamo, mislim da ono što nedostaje danas, to je regulativa oko solidarne ekonomije koja bi trebala da bude implementirana upravo u ovaj zakon. Et deuxièmement, en Serbie, il n'existe pas encore la loi sur l'entrepreneuriat social, donc il manque cette partie réglementaire qui inclurait l'économie solidaire dans notre réglementation. Mislim da naš zajednički problem leži u medijima i u onome što malo ljudi ili kad pogledamo na globalnom nivou, malo kompanija, malo toga se primenjuje u odnosu na sve ono što postoji. Je pense que notre problème commun se trouve aujourd'hui dans les médias, dans les grandes entreprises qui utilisent peu de choses de ce qui existe aujourd'hui, dont on pourrait disposer aujourd'hui. Tako da mi imamo dva neprijatelja danas. Jedan je to što imamo medijski lošu pokrivenost i što ljudi ne znaju da postoji ovako nešto što bi mogli da iskoriste. Donc on a deux ennemis aujourd'hui. Tout d'abord, dans les médias, on entend très peu parler de ces choses-là, donc les gens ne savent pas qu'ils ont des moyens, des instruments qu'ils peuvent utiliser. I drugo je vreme. Vreme koje je uvek protiv svega kad nešto se pozitivno radi, ali bi svi volili da preskočimo i da se desi odmah. Et le deuxième ennemi, c'est le temps, parce qu'à chaque fois lorsqu'on fait quelque chose, on souhaiterait le faire plus vite, on souhaiterait sauter les étapes et arriver tout de suite au résultat. Mislim da smo danas počeli obe stvari u pravo vreme. Je pense que les deux choses, on les a entamées aujourd'hui et que le moment est bien choisi. Jedna je, i to sam čuo od naših prijatelja iz Malija koji hoće da iniciraju da u Africi se Afrička unija okupi i priča upravo o ovoj temi. Donc j'ai entendu de nos amis de Mali, là tout à l'heure, lorsque je les ai rencontrés, qu'ils veulent regrouper les pays africains au sein de l'Union africaine pour discuter de tous ces sujets-là. Dakle, od toga da se ova tema spusti od globalnog ka kontinentalnom, régionalnom i na kraju i lokalnom. Donc en fait, ce sujet qui est un sujet global serait ensuite décliné au niveau d'un continent, d'une région et d'une nation. A što se tiče vremena, ja mislim da sutra treba da potpišemo ovaj, ne znam kako da ga nazovem, memorandum ili pakt koji mi imamo, tako da je to dobar početak da idemo dalje. Et lorsqu'on parle du temps, du moment choisi, demain nous allons signer ici ce mémorandum, ce pacte, je ne sais pas exactement quel est le nom, quel est le titre de ce document. Donc en fait, on va mettre nos signatures et ensuite on va poursuivre le travail. I pošto su navikli da ja završavam kontraverzno, onda ću ja da završim, tako sam se odlučio, kontraverznom jednom
mudro mišlju. Et comme on a l'habitude que je termine mes interventions d'une manière un peu... Nadam se da mi nećete zameriti. Ja ću probati logički da povežem. Je vais essayer de prendre plusieurs éléments, de les lier de manière logique. J'espère que vous n'allez pas le prendre mal. Završio bih rečima Friedricha Nietzschea iz knjige Tako je govorio Zaratustra. Ce sont les mots de Friedrich Nietzsche du livre C'est ainsi que parlait Zarathustra. On kaže sve što nas ne ubija čini nas jačim. Les choses qui ne nous tuent pas nous rendent plus forts. Ja mislim da socijalna ekonomija i solidarna ekonomija sigurno nas ne ubija. Je pense que l'économie sociale et l'économie solidaire certainement ne tuent pas. Pa onda hajde da budemo jači. Donc essayons du coup d'être plus forts. Hvala. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette conclusion, cet effort de synthèse. Pardon d'avoir été un tout petit peu long. Je remercie tous les panélistes pour ça et je retiendrai effectivement que ces coalitions, ces alliances, elles commencent d'abord par se transformer soi-même, se changer individuellement. Donc je nous encourage tous à le faire et aller vers l'autre, à sauter dans l'inconnu. C'est sans doute comme ça qu'on a sans doute les plus belles rencontres à venir. Merci encore.